Père-Belle, le 12 octobre 1831. La nuit tombe sur le plateau ardéchois. Depuis plusieurs heures, Antoine Enjolras erre au milieu des marécages. Il est soucieux. Une de ses bêtes a quitté le troupeau. Il se fait tard. Exténué, le vieux marchand de bestiaux décide d'arrêter ses recherches. Enjolras aperçoit une lueur, une imposante bâtisse de pierre rouge, isolée sur le plateau. Une auberge ? Enjolras décide d'y trouver refuge pour la nuit. Ce sera sa dernière. Entre 1801 et 1831, des voyageurs de passage disparaissent mystérieusement dans la région. Ils ont eu le malheur de franchir les portes de l'auberge de Père-Belle, celle que l'on ne tardera pas à surnommer l'auberge rouge. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux quatre coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. L'affaire de l'auberge rouge éclate quelques jours plus tard, le 26 octobre 1831. C'est la stupeur. Un cadavre gît sur les rives de la rivière, à demi décomposé, le crâne fracassé, le genou broyé. C'est celui du vieux Enjolras. Le juge de paix, Étienne Filia Duclos, est dépêché sur les lieux. L'enquête démarre. Dans les hameaux environnants, les rumeurs vont bon train. Le Maquignon aurait-il perdu l'équilibre sur une pierre ? A-t-il subi l'attaque d'une bête sauvage ? Non. Pour tous, il y a eu meurtre. La vindicte populaire dénonce deux coupables, les époux Martin, les tenanciers de l'auberge de Père-Belle. Les Martin, il est vrai, n'ont pas bonne réputation. Leur commerce est prospère. Il attise les jalousies dans la région. Car pour d'anciens fermiers, ces aubergistes-là ont le don du commerce. Ils ont amassé de l'argent, assez pour faire construire leur propre établissement en 1818, sans compter les écuries et la ferme. Et puis Pierre Martin, le mari, est un homme impressionnant. Il a le caractère bien trempé. Face à un client mauvais payeur, il a le coup de poing facile. Depuis 1830, il loue son auberge à un gérant. Mais pour les paysans du coin, ça ne fait pas de différence. Le patron, c'est bien lui. Avec sa femme Marie, il dirige cet endroit que tous les habitants considèrent comme malfamé. En ce début de 19e siècle, quoi de plus normal ? Les auberges, c'est bien connu, sont des repères de vagabonds, de voleurs en fuite, de jeux de cartes et de boissons. Bref, des lieux de perdition. Alors, au fur et à mesure que le juge de paix interroge les témoins, la rumeur enfle. Les deux tenanciers font figure de couple sanguinaire, de monstres. Tous pensent qu'ils ont assassiné le pauvre Enjolras. Pour quel motif ? L'argent ? Ne dit-on pas que Pierre Martin dispose d'une fortune colossale ? Une fortune suspecte d'ailleurs. Et si le meurtre d'Enjolras n'était pas le premier, s'il y avait d'autres victimes ? Une histoire circule dans le pays, celle d'un riche marchand juif, chargé d'or, qui aurait disparu aux alentours de l'auberge. Et si c'était vrai ? Peu à peu, les langues se délient. Des histoires terribles remontent à la surface, des secrets enfouis dans les consciences. On parle des recettes macabres de Marie l'épouse, des pâtés et ragoûts, accommodés avec les meilleurs morceaux prélevés sur les cadavres, des mains humaines qui mijotent dans la marmite de la cuisine, des draps ou des murs tachés de sang. Il y a enfin cette satanée auberge, située au carrefour des voies de communication vers la Lozère et la Haute-Loire. C'est décidément un endroit idéal, suffisamment isolé
pour ne pas attirer l'attention du voisinage, mais passage obligé pour tous les voyageurs des environs. Véritable coupe-gorge ou simple hostellerie tranquille? Malgré les rumeurs, les racontars, les investigations n'apportent pas de preuves formelles. Mais coup de théâtre, un homme fait basculer l'enquête. C'est un mendiant du nom de Laurent Chaz. Il prétend avoir assisté à toute la scène. Cette fameuse nuit terrible où le vieux marchand de bestiaux a franchi la porte de l'auberge, il a tout vu. Le mendiant raconte. Au crépuscule, ce 12 octobre, il arrive à l'auberge. Comme à leur habitude, les Martins lui claquent la porte au nez. Le mendiant n'a pas d'argent. Les tenanciers ne font pas la charité. La nuit s'annonce rude. Alors le mendiant parvient à se glisser dans la grange de l'auberge. Il se fait tant bien que mal un lit dans la paille, lorsque soudain, à travers la cloison, il entend des bruits, des coups. C'est un homme qu'on assassine. Tétanisé, le mendiant se terre jusqu'à l'aube. Il garde son secret pendant plusieurs jours. À l'annonce de la découverte du cadavre du vieux Enjolras quelques jours plus tard, il n'y tient plus. Il se décide à témoigner. Pour le juge de paix, pas besoin de chercher plus loin. Il tient les coupables. Le 1er novembre, Pierre Martin, l'aubergiste, est arrêté, suivi de peu par son domestique Jean Rochette. Marie Martin, elle, est emprisonnée bien plus tard. À l'époque, les autorités ont du mal à imaginer une femme assassin. En juin 1833, le procès des trois monstres s'ouvre devant les assises de l'Ardèche à Privas. Après 25 mois d'instruction, les chefs d'inculpation sont revus à la baisse. Pierre Martin, son épouse et Jean Rochette sont accusés de 2 assassinats, 4 tentatives de meurtre et 6 vols. Quand même, le domestique est leur complice depuis toujours. 109 témoins sont alors appelés à livrer leur version. Toute la région défile à la barre et les témoignages sont accablants. Au fil des jours et des mots, la salle du tribunal s'emplit d'images lugubres et macabres. Les tenanciers sont présentés comme des meurtriers assoiffés de sang et d'argent. Certains racontent avoir vu des fumées nauséabondes s'échapper fréquemment des cheminées. Les aubergistes auraient brûlé le corps de leurs victimes dans le four à pain de la cuisine. Des adultes, mais aussi des enfants, auraient ainsi péri sans laisser de traces. La nuit, on a vu les aubergistes sur les chemins, dans leurs charrettes, des cadavres qu'ils abandonnent dans la montagne déserte. Certaines victimes, encore vivantes, y seraient mortes de froid. Au total, plus de 50 voyageurs auraient ainsi disparu, victimes de la cruauté et de l'avidité des aubergistes. À chaque fois, le même mode opératoire. Marie fait entrer le voyageur. Son époux, gouailleur, bon vivant, le met en confiance. L'inconnu, rassuré et rassasié par la bonne cuisine de Marie, se laisse aller aux confidences. Il raconte la somme d'argent qu'il transporte avec lui. Dans l'auberge, des trous dans les cloisons permettent aisément d'écouter les conversations. Et pendant que le client termine son repas, Fétiche, le domestique, monte à l'étage. Dans une planque qui mène aux chambres, il attend. Un coup de gourdin suffit à assommer le client. Les aubergistes n'ont plus qu'à finir le travail. Ils l'étranglent ou l'égorgent, le dépouillent de tout son argent et de ses objets de valeur. À l'écoute de ces récits terribles, la salle d'audience frémit, mais c'est un autre fantasme qui plane, à parfum plus nauséabond encore, celui de la magie noire et de la superstition, car le domestique Fétiche attise l'imagination. Il a le teint hâlé, on le croit venu de la lointaine Afrique. Il entretiendrait une relation avec Marie la femme et présiderait des cérémonies sataniques.
Toutes ces rumeurs, aussi invraisemblables et délirantes soient-elles, éclipsent totalement les témoignages en faveur des accusés. Elles finissent même par enliser le procès. Au bout de quelques jours, on pense à prononcer l'acquittement des accusés, car au final, il reste bien peu de témoignages solides, et l'enquête n'apporte aucune preuve tangible de la culpabilité des époux Martin. Alors le doute s'immisce. Ne va-t-on pas droit vers une erreur judiciaire? Les époux Martin ne sont-ils pas eux-mêmes les victimes de la vindicte populaire? C'est la plaidoirie des avocats qui fait basculer le procès. L'avocat du domestique fétiche plaide l'irresponsabilité de son client. Il aurait obéi à ses maîtres par soumission. Implicitement, cette défense atteste de la culpabilité des époux Martin. Et puis, il y a Marie Armand, la jeune journalière employée des Martin. Elle est restée fidèle à ses patrons tout au long de l'instruction. Mais dans les derniers jours du procès, elle change son fusil d'épaule et charge ses employeurs. La peur d'être elle aussi accusée de complicité, sans doute. Finalement, le sort des accusés est scellé. Le 25 juin 1833, le verdict tombe. Blanchie des tentatives d'assassinat, la domestique Marie Armand est uniquement condamnée pour un larcin. Mais le jury déclare les époux et fétiches coupables de la mort d'Enjolras. Ils sont condamnés à être guillotinés sur les lieux mêmes de leurs méfaits à l'Auberge Rouge. Dans la salle d'audience, les trois meurtriers restent impassibles. Le public présent, et avec lui toutes les campagnes, laisse éclater leur joie. De Privas à Perbelle, le voyage de retour dure 1 jour et demi. Sur le chemin, dans la voiture qui les ramène, les condamnés voient défiler la campagne, cette campagne qui les hait et qui a voulu leur mort. Dans la cour de l'auberge, le bourreau les attend au pied de la guillotine. La foule est dense, venue assister à leur exécution. Nous sommes le 2 octobre 1833. L'Angélus sonne. Par 3 fois, le couperet tombe. Les aubergistes Martin et leurs domestiques fétiches sont morts. Avec eux, la vindicte populaire se calme enfin. Comme un symbole, les 3 têtes des suppliciés sont moulées. Le mythe macabre de l'auberge de Perbelle, l'auberge rouge, est né.